Cette région du monde, l'Indo-Pacifique, comme journalistes et diplomates l'appellent désormais, est devenue le centre de toutes les attentions, en particulier pour endiguer la Chine. Si la France est incomparablement plus faible que les États-Unis, elle compte rester dans le jeu. Elle y possède le deuxième dispositif militaire dans la région, avec 7000 militaires répartis autour de ses différentes possessions. Ils sont positionnés en permanence une douzaine de navires de guerre et une quarantaine d'aéronefs, et la DGSE y dispose d'un système de renseignement pour mener ses missions d'espionnage. Parmi les intérêts économiques de la bourgeoisie française, il y a les vastes espaces maritimes que ses possessions des îles et des archipels lui permettent de contrôler, les zones économiques exclusives, les ZEE, qui s'étendent jusqu'à 370 km autour de ses côtes. 93% de ces ZEE se situent dans les océans Indien et Pacifique, où abondent zones de pêche et ressources minérales, fer, zinc, cuivre, manganèse, cobalt, platine ou terres rares y sont présentes. Le canal du Mozambique, où se situent Mayotte et les îles Éparses possédées par la France, fait l'objet de toutes les attentions depuis une quinzaine d'années. D'abord parce qu'il est l'un des principaux lieux de passage du commerce mondial, mais aussi parce que depuis 2010, d'immenses gisements d'hydrocarbures y ont été découverts, dont les réserves sont estimées de 6 à 12 milliards de barils de pétrole et 5 000 milliards de mètres cubes de gaz. Il suscite les convoitises des grands groupes pétroliers mondiaux, Total Energy en tête. C'est aussi pour cela que l'impérialisme français a renforcé sa présence en faisant de l'île de Mayotte, dont la souveraineté est contestée par les Comores, un département français en 2011. La Nouvelle-Calédonie possède toujours d'immenses gisements de nickel qui représentent environ 25% des réserves mondiales de ce minerai. Malgré la chute récente des cours, le nickel demeure recherché par les grandes puissances, en raison notamment de son utilisation pour la fabrication des batteries de voitures électriques. Voilà aussi pourquoi l'impérialisme français s'accroche encore et toujours à ses colonies. Mais il veut le faire à moindre frais, avec ou sans l'assentiment des peuples. Dans cette période de crise, cela lui pose de multiples problèmes politiques. En faisant de Mayotte un département français, l'État donnait un nouvel os à ronger aux notables qui le réclamaient depuis 1976, consolidant ainsi les liens qu'il avait noués avec eux depuis. Leurs descendants ont aujourd'hui pris le relais, comme Ankia Banama, la fille de Younoussa, élue députée RN en juillet 2024. 15 ans après la départementalisation, la désillusion est forte pour ceux qui espéraient qu'elle améliorerait un peu le niveau de vie des pauvres et des travailleurs. Mayotte est le plus pauvre de tous les départements français. Le chômage y frappe 34% de la population active et la moitié des 310 000 habitants vivent avec moins de 260 € par mois, dans une île où le coût de l'alimentation est 30% plus élevé qu'en France. Les infrastructures sont toutes sous-dimensionnées. Un tiers de la population n'a pas accès à l'eau courante. Pour les autres, l'eau est régulièrement coupée et n'est pas toujours salubre. Plus de 100 000 habitants sont aujourd'hui obligés de vivre dans des cases en tôle qui forment les plus grands bidonvilles de France. Si Mayotte atteint des records de misère par rapport à la France, c'est un îlot de prospérité dans la région. Son PIB par habitant est 10 fois plus élevé que celui des Comores et atteint 25 fois celui de Madagascar. L'État français a fabriqué un océan de misère autour de Mayotte. Ces bidonvilles concentrent tous ceux qui souhaitent y échapper, mais ils sont aussi remplis de personnes ayant la nationalité française vivant dans les mêmes conditions. La communauté d'intérêt entre les opprimés de l'île, qu'ils soient étrangers ou français, saute aux yeux. Après la dévastation causée par le cyclone Chido en décembre 2024, ce sont tous les pauvres des bidonvilles, français ou étrangers, que l'État a laissé crever. Pour faire face, ils n'ont pu compter que sur leur solidarité bien vivante, celle de leurs voisins et des travailleurs qui ont réparé les infrastructures ou soigné les blessés sans se préoccuper de la nationalité de ceux qu'ils aidaient.
Non, le racisme et la xénophobie n'est pas le fait de la population, mais le résultat d'une politique, celle de l'État français, un État colonial. Pour tenter de masquer l'incurie de l'État dans la gestion de la catastrophe, tous les politiciens, de Macron à Bayrou, en passant par Le Pen, ont mis en avant l'immigration comme source des maux de Mayotte. Les attaques et expulsions ont repris quasi immédiatement. Ils exonéraient ainsi les capitalistes français qui, eux, profitent de Chido pour se remplir les poches. Les groupes Ayotte et Sodifram, qui se partagent la grande distribution, ont vendu à prix d'or les bouteilles d'eau vitales pour la population. Les millions promis pour la reconstruction iront enrichir les trusts comme Colas pour les travaux publics ou Vinci pour le réseau d'eau qu'ils laissent à l'abandon depuis tant d'années. Tous les pauvres et les travailleurs français comme étrangers, avec ou sans papier, subissent le racket de ces parasites. En réprimant les étrangers, l'État ne cesse d'alimenter les divisions entre pauvres. En 2023, le ministre Darmanin a organisé l'opération Wambushu, mobilisant des milliers de gendarmes et de policiers pour détruire des centaines de cases de bidonvilles et expulser des milliers de pauvres. Cette opération prétendait s'attaquer aux bandes de jeunes qui agressent les habitants, cambriolent les maisons, des violences que subissent effectivement tous les travailleurs. Mais elle a pour but d'assimiler délinquance et immigration, alors que les jeunes, armés de machettes de ces bandes, sont aussi bien mahorais que comoriens. La violence et la naissance de ces gangs est avant tout le produit de la misère qui frappe les enfants des bidonvilles. Elles sont aussi le produit du durcissement des politiques anti-immigrés qui isolent les enfants lorsque leurs parents sont expulsés. Ils sont près de 10 000 à devenir ainsi la proie des gangs. Pour mener à bien sa sale politique, outre les représentants de l'appareil d'État, la France peut compter sur les politiciens locaux qui jettent en permanence de l'huile sur le feu. La députée Estelle Youssoufa, une centriste, n'hésite pas à traiter les jeunes d'origine comorienne de barbares en culottes courtes. Elle est une des représentantes de cette partie de la petite bourgeoisie mahoraise qui rêvait de se faire une place grâce à la départementalisation, mais qui, voyant ses espoirs douchés, a tourné sa colère contre les immigrés. Durant les mobilisations de 2016 et 2018, elle s'est organisée en collectif citoyen et a formé des milices pour interdire aux étrangers l'entrée des dispensaires, bloquer l'entrée de la préfecture pour empêcher le renouvellement des titres de séjour, le tout sous l'œil complaisant de l'État. Ce sont eux qui ont été à la base des forces vives constituées lorsque la colère a de nouveau éclaté en 2024. Ces milices ont bloqué les routes, contrôlé les papiers, mais aussi les entrées des HLM ou encore les ambulances pour s'assurer qu'ils étaient bien réservés aux Français. L'évolution du vote Rassemblement national, passant de 2,7% en 2012 à 59% au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022, est le reflet de cette poussée de haine anti-immigrée au sein de la petite bourgeoisie qui a réussi à gagner une fraction des travailleurs à ses idées. Et c'est bien là le principal danger. Ces idées poussent sur le terreau de la dégradation de la vie quotidienne et par l'absence de toute autre politique pour les travailleurs. Au lieu de la combattre, syndicats et partis de gauche alimentent cet emballement xénophobe et nationaliste. Ainsi, le secrétaire départemental de la CGT Mayotte, Aoussi Bouanaedja, un des représentants des forces vives, a repris l'idée dans les médias, je le cite, « d'une immigration d'appropriation, car l'État comorien revendique notre territoire ». Il a abandonné ainsi la moitié des travailleurs de l'île et rangé l'autre moitié derrière l'État français. Yasmina Aouni, la candidate France Insoumise, est sur la même ligne. Devenue une des porte-paroles des collectifs citoyens anti-immigrés, elle dénonce, je cite, « l'arme démographique qui fait imploser le territoire ». À Mayotte, la colère s'exprime périodiquement pour revendiquer que les droits des habitants du département soient alignés sur ceux du reste du pays. Mais c'est toujours pour les Français, résidant dans un département français, que ces droits sont réclamés. Les travailleurs de l'île,
qui n'ont pas la nationalité française, mais qui subissent comme eux des conditions de vie indignes, sont ainsi d'emblée exclus. Mayotte est une bombe à retardement. Si elle explose dans ce contexte, en l'absence de militants organisés qui affirment haut et fort que tous les travailleurs de l'île, quelle que soit leur origine, subissent la même loi du profit, les cadres politiques spéculant sur la xénophobie pourraient trouver des troupes parmi les travailleurs pour s'en prendre à ceux qui sont depuis des années désignés comme les responsables de la situation, leurs voisins comoriens, malgaches ou congolais. Ce sera la guerre entre les travailleurs. Voilà l'avenir sanglant auquel pourrait conduire la politique menée par l'impérialisme français dans la région depuis des décennies. Cela doit sonner comme un signal d'alarme, là-bas comme ici. Avec Mayotte, la Réunion forme le poste avancé de l'impérialisme français dans le sud de l'océan Indien et les 885 000 habitants de l'île vivent dans le 3e département le plus pauvre de France, après Mayotte et la Guyane. Le Parti communiste réunionnais s'est transformé en gestionnaire des intérêts de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie locale. Lorsqu'il était à la tête de la région ces dernières années, il a élaboré des plans pour le développement économique de l'île, qu'aurait pu signer n'importe quel autre parti. Il prévoyait de multiples cadeaux aux patrons, des soutiens pour la création d'emplois et des exonérations diverses. Cette politique est toujours celle du petit conglomérat de partis de gauche qui dirige le Conseil régional de la Réunion, avec à sa tête l'ex-membre du Parti communiste réunionnais, Huguette Bello, brièvement proposé l'été dernier comme première ministre par le nouveau Front populaire. Brandissant sans cesse le drapeau du patriotisme économique réunionnais, elle arrose les entreprises locales, tout en prétendant que la misère de l'île viendrait de l'ingérence de capitaux étrangers. Elle explique ainsi aux travailleurs qu'ils doivent se réjouir de se faire exploiter par des patrons réunionnais plutôt que par des patrons étrangers. Et de la démagogie régionaliste à la démagogie xénophobe et anti-pauvre, il n'y a qu'un pas. Il est franchi par les politiciens de tous bords. Bien que la population réunionnaise soit d'origine multiple, les politiciens spéculent sur la peur d'un glissement vers plus de pauvreté en alimentant les préjugés racistes, visant en particulier les Mahorais. Le député LFI, la France Insoumise, de la Réunion, qui s'appelle Ratenon, accusant ainsi les Mahorais d'être responsables des violences à la Réunion, demande l'arrêt de la venue d'enfants Mahorais sur l'île. Les Mahorais pauvres, qui cherchent un avenir meilleur à la Réunion, sont ainsi traités comme les Comoriens à Mayotte, fauteurs de troubles et indésirables. À la Réunion aussi, la bourgeoisie prépare la guerre entre les pauvres et les partis de gauche soufflent sur les braises de la xénophobie. En Polynésie, 30 ans après la fin des essais nucléaires, le quart des 280 000 habitants de l'archipel vit dans la pauvreté. La vie est chère. Les prix des produits alimentaires sont de 45% supérieurs à ceux de la métropole. L'emploi est rare. Près de 40% de la population en âge de travailler est sans travail. Et la Polynésie n'a pas d'allocation chômage ni de minima sociaux. Mais pour les capitalistes français, la Polynésie a tout d'un petit paradis. Les prix délirants des marchandises remplissent les poches du trust CMA-CGM en situation de quasi-monopole dans le transport des marchandises, et ceux de Carrefour, qui contrôlent 50% de la grande distribution. Les centaines de travailleurs de la Perle, bien souvent non déclarés, dont les salaires atteignent à peine 800 € par mois, sortent chaque année des millions de perles pour faire les beaux jours des capitalistes du luxe. Bernard Arnault peut ainsi vendre un collier LVMH avec une seule perle de Tahiti pour 3 200 €. La population n'a rien à attendre des indépendantistes du parti Tavini, qui ont remplacé le politicien affairiste Floss à la tête des institutions locales. S'ils font périodiquement de grandes déclarations contre la colonisation française devant les institutions internationales, ils sont tout aussi soucieux que les autres des intérêts du patronat local. Lorsque les 101 salariés de la société de BTP Interroute
furent licenciés en 2023 et que la question de la création d'un système d'assurance chômage se posait, la ministre indépendantiste du Travail polynésienne pouvait affirmer qu'il n'en était pas question, car, je la cite, « Nous sommes tous chrétiens, et pour nous, on doit gagner notre pain à la sueur de notre front. » Ici ou dans les îles, le mépris des travailleurs par la petite bourgeoisie ne connaît pas les frontières. Pour accéder à la mangeoire, les notables locaux des îles cherchent les meilleures voies, qui sont toutes des impasses pour la population. Il y a ceux qui se rangent derrière la France et réclament la départementalisation, comme à La Réunion ou à Mayotte, ceux qui ont eu l'indépendance, comme aux Comores et à Madagascar, et en vivent sur fond de pauvreté du peuple, et il y a ceux, comme en Polynésie, qui prennent des postures faussement radicales d'indépendantistes, mais ni les uns ni les autres ne représentent les intérêts des opprimés. Bon nombre de Polynésiens ont de la famille en Nouvelle-Calédonie, et les émeutes de 2024 ont été suivies de près. Là-bas aussi, la situation est grosse d'explosion sociale. Mais comme à La Réunion ou à Mayotte, la petite bourgeoisie à la tête des institutions locales déverse son poison xénophobe. Le ministre indépendantiste de l'Éducation, déplorant ainsi que la Polynésie blanchit, dit-il, reprend explicitement le terme d'invasion. Dans un pays où le métissage est si important, où le propre président polynésien, qui s'appelle Brotherson, est lui-même un demi, descendant lointain d'une famille danoise, métissée avec des Polynésiens, ses propos sont stupides. Même situés à des milliers de kilomètres, les opprimés de Polynésie partagent un passé et un présent commun d'exploitation avec tous les pauvres et les travailleurs des autres îles de l'océan Indien et du Pacifique colonisées par la France. Ils enrichissent les mêmes exploiteurs. La CMA-CGM contrôle le transport des marchandises de Port-Louis à Papeete en passant par Nouméa. Vinci gère le réseau d'eau de Mayotte et construit les hôtels de luxe de Tahiti. Carrefour domine la distribution de nourriture dans tous les archipels. La bourgeoisie française unifie les travailleurs des quatre coins des océans. C'est là que se trouvent les alliés des travailleurs polynésiens, avec lesquels ils peuvent se regrouper derrière un même drapeau, celui des exploités. En Nouvelle-Calédonie, les descendants des anciens colons blancs, les Caldoches, en particulier les plus riches, continuent à se comporter en maîtres de l'archipel. Ils concentrent entre leurs mains la richesse et le pouvoir. 80% de l'économie de l'archipel est ainsi contrôlée par 10 grands groupes familiaux calédoniens, en majorité caldoches, comme les Balandes ou les Lafleur. Les Kanaks représentent environ 41% des 270 000 habitants de l'archipel. C'est la communauté la plus nombreuse, mais partout, à l'école, dans l'emploi et le logement, ils sont traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Ils subissent l'arrogance et le racisme de Caldoches qui, dans la même phrase, peuvent les traiter quotidiennement de sales Kanaks et de bons à rien. Mais ils partagent également une même vie d'exploitation, avec des milliers de Wallisiens et Futuniens, de descendants de Tahitiens, d'Indonésiens, de Vietnamiens, de Nivanuatu, de Chinois, de Japonais et une foule d'autres nationalités issues des îles du Pacifique Sud, mais aussi de milliers d'Européens modestes dont les conditions de vie n'ont pas grand-chose à voir avec celles de la bourgeoisie caldoche. Dans l'archipel, ils forment ensemble une force, un prolétariat moderne composé de 27 000 ouvriers et 33 000 employés, un tiers de la population adulte, avec quelques bastions autour du secteur minier. Ces dernières années, les populations kanaks et océaniennes ont vu leur poids relatif augmenter dans les urnes. Les partis indépendantistes ont ainsi pu prendre la tête des institutions locales entre 2019 et 2024 en s'alliant avec le parti océanien. La droite loyaliste était en difficulté.
Elle voyait les postes à responsabilité s'éloigner de son escarcelle. Elle mit alors la pression sur le gouvernement, remit au goût du jour ses vieux discours colonialistes et racistes pour remobiliser ses troupes. Et elle obtint satisfaction quand le gouvernement décida de dégeler le corps électoral, ce qui lui fournissait plusieurs milliers d'électeurs acquis à sa cause. Ce dégel du corps électoral a été vécu par les Kanaks comme une nouvelle insulte, et en mai dernier, une colère légitime a explosé. La mobilisation avait été préparée par les partis nationalistes au travers de plusieurs manifestations parmi les plus massives que la Nouvelle-Calédonie ait connues. Mais ces partis n'avaient pas prévu que des milliers de jeunes, Kanaks ou non, échappant à tout contrôle, construisent des barrages routiers et les occupent nuit et jour, affirment haut et fort leur haine d'un gouvernement qui a du sang kanak sur les mains, ainsi que le rejet des institutions dans lesquelles la France a essayé de les enfermer. Si les représentants des partis de droite loyalistes sont des adversaires déclarés des Kanaks, les petits bourgeois kanaks qui dirigent les partis indépendantistes ne représentent pas plus leurs intérêts. Une partie de ces dirigeants, ceux du Palika en particulier, se sont ouvertement désolidarisés des révoltés du 13 mai et des semaines qui ont suivi. Mais tous laissent par exemple croire que si les Kanaks géraient eux-mêmes l'extraction et la commercialisation du nickel, ils pourraient être libres et indépendants. Cela faisait partie du deal que le FLNKS avait passé avec l'impérialisme et la droite caldoche en 1998. Pour continuer à négocier, il fallait qu'ils obtiennent la possibilité de gérer une usine. C'est ainsi que fut mise sur pied la KNS, dirigée par des indépendantistes, mais pour moitié propriété du trust minier suisse Glencore. Inaugurée en 2014, elle devait symboliser la possibilité pour les Kanaks de faire tourner l'économie en leur faveur. Mais 10 ans plus tard, estimant qu'elle n'était pas assez rentable, Glencore a décidé de la fermer, condamnant au chômage 1200 travailleurs et des centaines d'emplois induits. Les partis nationalistes kanaks cherchent à s'insérer dans le marché capitaliste mondial. Mais l'exemple de la KNS démontre qu'ils ne peuvent le faire qu'aux conditions qu'imposent les trusts qui le dominent. Dans les faits, leur politique conduit à remettre l'avenir des Kanaks entre les mains de ces trusts. C'est une impasse. Car en Nouvelle-Calédonie, comme en France, à Nouméa comme à Cholet, les seuls souverains, ce sont les capitalistes, les actionnaires et les financiers qui ouvrent ou ferment des usines au seul gré des profits sonnants et trébuchants attendus. Et en Nouvelle-Calédonie, comme en France, la seule force capable d'y faire face, c'est la classe ouvrière. Comme partout où il s'est immiscé, le capitalisme a fait naître dans les îles du Pacifique et de l'océan Indien un prolétariat. Pour exploiter ces champs de canne, de coton, ces mines de nickel ou de phosphate, trimer sur les docks, bâtir ces infrastructures, ces installations militaires ou touristiques, la bourgeoisie a déplacé, déporté, de gré ou de force, des populations noires, blanches, d'Afrique, d'Asie et de myriades d'îles isolées dans les océans. La bourgeoisie les a exploités de toutes les manières possibles. Il les a soumis à tous les statuts possibles. Son État a constamment cherché à semer la division en leur sein, mais malgré tout, bien des fois, les opprimés de ces colonies se sont battus avec détermination. À travers ces luttes, ils ont pu manifester toute la dignité de peuples qui, malgré la disproportion des forces, refusent de se laisser soumettre sans réaction. Mais politiquement, ces luttes n'ont au mieux que permis à la petite bourgeoisie nationaliste des îles d'obtenir une parcelle du pouvoir local. Qu'ils aient prôné la départementalisation, l'indépendance ou toute autre solution, ils cherchaient la meilleure option pour se faire une place. Et une fois qu'ils l'ont obtenue, ils ont prêché la patience aux opprimés, se faisant ainsi les relais de la domination de l'État français. Contrairement à ce que tous les nationalistes affirmaient et affirment encore,
sous l'impérialisme, il n'y a pas de bonne solution pour les opprimés au sein de ces minuscules territoires colonisés. Le capitalisme a transformé la planète et l'a modelée à son image. Le socialisme ne se réalisera pas dans la seule Nouvelle-Calédonie ou dans les îlots de Polynésie. Le socialisme ne peut exister qu'en renversant d'un bout à l'autre de la planète l'impérialisme. Car la seule solution qui peut permettre de mettre fin au formidable déséquilibre dans la répartition des richesses entre les métropoles impérialistes et le reste du monde, né de siècles d'exploitation, c'est la mise à la disposition de toute l'humanité de l'ensemble de ces richesses. L'impérialisme, c'est un système mondial, puissant, capable de soumettre les peuples aux pires oppressions. Il ne pourra être renversé que s'il est démoli au cœur au sein même des grandes puissances impérialistes. Cela ne signifie pas que les opprimés de ces îles doivent attendre les révoltes en métropole. Bien au contraire, là-bas, chaque révolte, chaque mouvement de contestation ouvre des possibilités et peut permettre de changer la donne. Mais toute la question est de savoir quelle politique, c'est-à-dire quelle organisation, quel parti les révoltés trouvent sur leur chemin. Et cette question se pose tout autant là-bas qu'à nous en métropole. Dans le passé, à l'exception de Louise Michel, qui a incarné par son histoire et sa présence en Nouvelle-Calédonie la possibilité d'unir les opprimés, les travailleurs et les pauvres des colonies n'ont trouvé sur leur chemin que les organisations staliniennes, qui ont, de fait, défendu l'impérialisme, ou des organisations nationalistes qui ont utilisé les opprimés comme masse de manœuvre en leur faisant ravaler leurs revendications sociales. Il existe une autre voie, un autre programme pour les travailleurs, autour duquel ils pourraient s'organiser. Celui du communisme révolutionnaire, dans la lignée de Marx et d'Engels, de la Révolution d'octobre, de la fondation du premier État ouvrier de l'histoire et des premiers congrès de l'Internationale communiste. Des travailleurs luttant pour le pouvoir dans ces îles, derrière cette bannière, serait un formidable exemple de ce que des travailleurs révolutionnaires, même d'un petit territoire, sont capables de faire. Mais pour qu'un tel courant révolutionnaire, concurrençant les nationalistes, puisse émerger, il faut déjà le faire entendre ici, en métropole. Il faut qu'existe un parti communiste révolutionnaire qui affirme que la lutte des opprimés de ces îles lointaines fait partie intégrante de la lutte des exploités des métropoles qui les ont asservis pour renverser le capitalisme à l'échelle du monde. Un parti qui puisse propager au sein du prolétariat de métropole un sentiment de solidarité de classe totale avec ces opprimés contre notre propre impérialisme. Les peuples du Pacifique et de l'océan Indien doivent bien sûr pouvoir décider de leur avenir. Mais là-bas, comme en France et comme partout dans le monde, il y a des classes sociales. Et la question est de savoir quelle classe sociale a le pouvoir et à qui profitent les richesses. Si durant toutes les luttes que ces peuples ont menées, la question légitime de l'indépendance nationale a été régulièrement posée, celle, encore plus cruciale, de l'indépendance politique des travailleurs et des pauvres vis-à-vis de leur bourgeoisie ou de leur petite bourgeoisie ne l'a jamais été. Défendre la nécessité pour les travailleurs de s'organiser indépendamment pour défendre leurs intérêts politiques est notre raison d'être. Il est pour cela vital de ne pas s'aligner derrière les courants nationalistes, comme le font si souvent les courants d'extrême gauche. La priorité des militants communistes révolutionnaires que nous sommes est au contraire de défendre cette idée que les alliés des exploités sont leurs frères de classe, quelle que soit leur nationalité, et leurs adversaires, ceux qui exploitent leur travail. Ceux qui disent que les Mahorais sont tous unis ou que les Kanaks sont tous frères trompent les opprimés. Un riche et un pauvre, un capitaliste et un travailleur, quand bien même ils seraient de la même origine ou de la même couleur de peau,
ne pourront jamais s'entendre. À l'heure actuelle, un petit bourgeois kanak, comme Dominique Catraoua, qui préside le conseil d'administration de la société Le Nickel, ne subit ni la même oppression coloniale, ni surtout la même oppression sociale qu'un jeune chômeur de l'île, tout aussi kanak que lui, peut endurer, a fortiori s'il a le courage de protester contre cette oppression. En revanche, les travailleurs et les pauvres des îles se renforceront s'ils lient leur sort à celui de tous les opprimés qui vivent à leur côté. Une telle alliance constituerait le meilleur antidote contre le poison de la division que l'État, main dans la main avec la petite bourgeoisie locale, distille en permanence. Parvenir à unifier tous ces opprimés serait un premier pas. Non seulement ils y puiseraient une force supplémentaire pour se battre contre la colonisation française, mais surtout, en se reconnaissant les mêmes intérêts, les travailleurs et les pauvres du Pacifique et de l'océan Indien ouvriraient alors une perspective révolutionnaire.